Hier soir, à Fort Lauderdale, en Floride, les Grenadiers ont envoyé un message. Un message fort, limpide, sans équivoque. Haïti a écrasé la Nouvelle-Zélande 4-0 dans un match amical de préparation à la Coupe du Monde. Et ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un accident heureux contre une équipe de seconde zone. Les All Whites sont qualifiés pour ce même mondial, eux aussi. Et pourtant, pendant 90 minutes, ils ont été démantelés, humiliés tactiquement, débordés athlétiquement et renvoyés au vestiaire avec une leçon sévère. Sébastien Migné et ses hommes viennent de frapper un grand coup à moins de 2 semaines de l'ouverture de leur groupe C. Chers amis, bonjour et bienvenue sur Passion Foot. Si vous supportez le football haïtien, je vous demande de vous abonner à la chaîne et d'écrire « Vive Haïti » dans les commentaires. Et maintenant, commençons. Avant même de raconter le match, il faut parler du contexte, parce qu'il ajoute une dimension émotionnelle considérable à cette soirée. Le match s'est joué au Chase Stadium de Fort Lauderdale, l'ancienne enceinte de l'Inter Miami, cette même ville où la diaspora haïtienne est massivement implantée. Et dans les tribunes, il y avait plus de 16 000 supporters portant les couleurs rouges et bleues, agitant les drapeaux bicolores, chantant, vibraient, transformant un stade floridien en un stade haïtien. C'est quelque chose d'extraordinaire si on replace ça dans l'histoire récente de cette équipe. Pendant toute la phase de qualification pour ce mondial, Haïti n'a pas pu jouer un seul match à domicile. La situation sécuritaire dans le pays, marquée par la violence des gangs, a contraint la fédération à délocaliser tous les matchs à domicile à Curaçao. Pas un seul fan haïtien n'a pu voir son équipe se qualifier sur son propre sol. Alors cette soirée à Fort Lauderdale, c'était une forme de rattrapage. Et Migné l'a dit lui-même après le match, c'était un plaisir de jouer à domicile aujourd'hui. Pour cette Coupe du Monde, nous avons joué devant trop peu de supporters haïtiens. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous rendre dans notre pays. C'est précisément ce que j'aurais voulu. Ce contexte-là, il faut le comprendre pour saisir la charge émotionnelle de ce qui s'est passé sur le terrain. Et puis, il faut aussi mentionner l'épisode Woodenski-Pierre, qui illustre une fois de plus les obstacles administratifs absurdes que doivent surmonter certains joueurs haïtiens. Pierre, le seul joueur du groupe basé en Haïti même, n'a pas pu participer à ce match. Son visa américain n'avait pas été approuvé à temps par les autorités. Pendant qu'Haïti écrasait la Nouvelle-Zélande, Woodenski-Pierre atterrissait à l'aéroport de Miami avec des officiels de la Fédération haïtienne, espérant attraper les dernières minutes du match. C'est une situation kafkaïenne pour un joueur qui représente son propre pays sur le territoire qui accueille le mondial. Mais cette histoire-là, elle est symptomatique de tout ce qu'Haïti a dû traverser pour être là où elle est aujourd'hui. Et malgré tout ça, l'équipe a joué. Et l'équipe a brillé. Il faut aussi préciser que le coup d'envoi avait été retardé d'environ 30 minutes en raison d'orages violents sur la région de Fort Lauderdale. Des éclairs, une pluie torrentielle, un terrain temporairement impraticable. Mais une fois les conditions revenues à la normale et le soleil de Floride faisant grimper les températures aux alentours de 30 degrés, les Grenadiers ont pris le contrôle du match dès les premières minutes. C'est Ruben Providence qui ouvre le score à la 12e minute et quel but! L'ailier formé au Paris Saint-Germain, qui joue aujourd'hui en 2e division néerlandaise avec Almer City, reçoit un bon ballon de Wilson Isidore dans le couloir gauche. Face à lui, Finn Surman, le défenseur central néo-zélandais. Providence le prend en 1 contre 1, le déborde dans le dos en jouant sur sa vivacité, pénètre dans la surface et au lieu de centrer, il choisit de frapper. Une frappe piquée, délicate, en douceur par-dessus Alex Paulsen, le gardien adverse. Le ballon touche le poteau et entre dans le petit filet. C'est une action de pur footballeur, le genre de geste technique qui rappelle pourquoi ce joueur a été formé par les Titis du PSG, pourquoi il a ensuite rejoint la Roma. On reconnaît là un joueur qui, en sélection, trouve une liberté et une confiance qu'il peine encore à exprimer régulièrement en club. C'est le premier but de Providence en match amical depuis un moment et il intervient dans le meilleur timing possible. La première mi-temps est globalement dominée par Haïti. La Nouvelle-Zélande n'est pas dépassée tactiquement, les All Whites ont leur plan de jeu, notamment autour de leurs relayeurs Alex Rufer et Marco Stamenik, et Chris Wood pèse dans la surface adverse. Johnny Placide, le gardien haïtien, doit intervenir sur une frappe de Stamenik et Wood tente un coup de tête capté proprement. Tim Payne, le latéral droit de Wellington Phoenix devenu une célébrité mondiale sur les réseaux sociaux, tente de se montrer à droite et croit même obtenir un penalty après un duel avec Placide à la 17e minute. Mais l'arbitre laisse jouer et sans VAR disponible pour ce match amical, la réclamation reste sans suite. Mais structurellement, c'est bien Haïti qui contrôle les zones importantes et la Nouvelle-Zélande ne crée pas assez pour espérer revenir dans ce match. La mi-temps change tout.
Darren Bosley, le sélectionneur néo-zélandais, effectue une série de modifications pour donner du temps de jeu à ses joueurs. Max Crocombe remplace Paulsen dans les cages. Michael Boxall, Francis De Vries, Callum Elliott et d'autres entrent en jeu. Mais Migné aussi fait tourner, et les entrants haïtiens amplifient la domination plutôt que de la diluer. C'est là qu'on mesure la profondeur de ce groupe. Haïti aussi effectue beaucoup de changements à la mi-temps. Wilson Isidore, qui avait délivré la passe décisive sur le premier but, sort et cède sa place à Lenny Joseph. Et le timing de cette entrée est parfait, presque symbolique. Joseph, qui joue en Europe depuis des années, qui s'est réinventé au fil des saisons, prend un ballon en profondeur entre Michael Boxall et Francis De Vries. Les deux défenseurs néo-zélandais se retrouvent dans une position indécise, ni assez proche pour fermer l'angle, ni assez bien placé pour anticiper la course de Joseph. L'attaquant haïtien, balle au pied, repousse les tentatives de récupération des deux défenseurs avec sa force physique et glisse un tir du pied gauche dans le coin près. 2-0. Le stade explose. 16 000 supporters haïtiens en délire. C'est le genre de moment qui donne des frissons. 62e minute. Franz Di Piero. L'homme aux 33 buts internationaux, celui qui porte cette équipe offensivement depuis des années, ne pouvait pas ne pas être de la fête. Sur un centre depuis la droite, Finn Surman rate complètement sa sortie et laisse Piero entièrement libre dans l'axe, à 5 mètres du but. La tête est impeccable, plein cadre, sans que Crocombe ne puisse rien faire. 3-0. La rencontre est tuée. À ce moment-là, le coach néo-zélandais le reconnaîtra lui-même après la partie. C'est une leçon sévère que son équipe est en train de recevoir. Il dira « Haïti a été clinique, impitoyable à certains moments. C'est une vraie leçon pour nous, surtout avec le match contre l'Angleterre qui approche. On avait fait nos recherches, on savait qu'Haïti était fort, athlétique, habile. Ce n'est pas un sélectionneur qui cherche des excuses, c'est un homme qui reconnaît la supériorité évidente de son adversaire. » 87e minute. Duke Lacroix, l'une des révélations de cette génération haïtienne, met le point final de la plus belle des façons. Don Didson Luisius déborde côté gauche et coupe la ligne de fond en diagonale. Lacroix, dans la surface, se retrouve dans une position excentrée et sur le pivot. Sans hésitation, il lâche une frappe du pied droit qui s'enroule, prend l'angle impossible et va se loger dans le coin opposé, hors de portée de Crocombe. 4-0. Le stade de Fort Lauderdale en effervescence totale. On a vu sur les réseaux sociaux des commentateurs qui perdèrent la tête sur cette action. Et franchement, au regard de la situation, de l'histoire, de ce que représente ce groupe, on comprend l'émotion. Ce qu'il faut retenir de ce match, c'est la cohérence tactique de ce qu'Haïti a proposé. On retrouve les principes qu'on analyse depuis le début de cette campagne de qualification. Migné a construit une équipe qui sait défendre collectivement, mais qui peut aussi frapper vite et fort en transition. Sur les 4 buts, 3 naissent d'action verticale, de prise de profondeur, d'une utilisation intelligente des espaces entre les lignes défensives adverses. Ce n'est pas du football de possession pour le principe, c'est du football efficace, pragmatique, direct, mais techniquement soigné. Providence joue dans les espaces. Isidore crée du danger par ses appels. Piero pèse sur les défenses centrales. Et Lacroix apporte cette faculté à surgir dans le bon moment. La titularisation de base reflète aussi les choix défensifs de Migné. Ricardo Had et Jean-Kévin Duverne ont démarré en défense centrale avant de laisser leur place respectivement à Hans Delcroix et Yacine Fortune en seconde période. Dominique Simon et Danley Jean-Jacques assuraient le milieu de terrain avec Josué Casimir en meneur de jeu. Carlen Sarcus à droite, Martin Experience à gauche et Duckens Nazon en pointe avec Ruben Providence côté gauche en première mi-temps. La structure était claire, les joueurs comprenaient leur rôle et la fluidité entre les lignes s'est améliorée au fil des minutes. Sur ce dernier point, il faut noter quelque chose d'important. Ce match permet aussi de voir des joueurs comme Hannes Delcroix rentrer en deuxième mi-temps, prendre de la confiance et du temps de jeu avant le grand rendez-vous. Wilgens Poguin, Alexandre Pierre, Karl Sainté, Jean-Rickner Bellegarde, Derrick Etienne sont tous passés par le terrain. C'est exactement ce qu'un match de préparation doit permettre. Migné a pu tester une large partie de son groupe, observer les automatismes entre joueurs qui ne s'associent pas toujours, évaluer les niveaux de forme. Et la conclusion est encourageante. Il y a un contexte à ne pas oublier non plus pour la Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas une petite équipe. Chris Wood, l'attaquant de Nottingham Forest, a battu ce soir le record de sélection en équipe nationale masculine des All Whites avec sa 89e cape dépassant l'ancienne légende Ivan Viselich. Wood a été impliqué, il a essayé de faire vivre l'attaque néo-zélandaise, mais la défense haïtienne l'a bien contenu globalement.
La Nouvelle-Zélande dispose de joueurs comme Sarpreet Singh, Tim Payne, Alex Rufer, Liberato Kakas sur le flanc gauche, des footballeurs qui évoluent à bon niveau en Europe et en Australie. Et pourtant, face à l'intensité et à l'organisation haïtienne, ils ont été complètement dépassés dans le second acte. Ce résultat-là, contre cette équipe-là, dans ce contexte de préparation mondiale, c'est une vraie déclaration d'intention. Les Écossais l'ont remarqué, car c'est l'Écosse qui attend Haïti en ouverture du groupe C le 13 juin à Boston. Et il est probable que dans le camp de Steve Clarke, on a suivi attentivement ce match avec une attention particulière ce soir. Quand on sait que Haïti écrase une équipe qualifiée pour ce même mondial sur le score sans appel de 4-0, quelques jours avant de débuter la compétition, ça oblige les adversaires à reconsidérer leurs préjugés. Haïti n'est pas là pour faire de la figuration dans ce groupe. Haïti est là pour jouer. Et il faut comprendre ce que ça représente dans une perspective plus large. 52 ans de disette. 52 ans sans Coupe du Monde. Une qualification arrachée dans des conditions extraordinairement difficiles, avec des matchs à domicile délocalisés à Curaçao, avec des visas refusés, avec une logistique compliquée à chaque trêve internationale. Et malgré tout, cette équipe a tenu, elle a construit quelque chose, elle a forgé une identité collective. Ce 4-0 contre la Nouvelle-Zélande n'est pas une coïncidence, c'est la cristallisation d'un travail de longue haleine. La prochaine étape, c'est le Pérou, vendredi 5 juin, au New Stadium de Miami, dans ce qui sera le premier match international jamais organisé dans cette nouvelle enceinte. Encore un rendez-vous important pour affiner les automatismes, peaufiner les derniers détails tactiques avant Boston, et puis viendra l'Écosse, et puis le Brésil, et puis le Maroc. 3 matchs pour écrire l'histoire. Ce que cette soirée à Fort Lauderdale nous a confirmé, c'est qu'Haïti est prête à se battre. Physiquement, tactiquement, mentalement, cette équipe joue avec quelque chose en plus. Quelque chose qui ne s'enseigne pas dans les centres de formation européens. Elle joue avec la fierté d'un peuple tout entier derrière elle. Et ce soir, pendant 90 minutes sur cette pelouse de Floride, avec 16 000 Haïtiens qui transformaient le Chase Stadium en stade national de substitution, on a vu une équipe qui sait exactement pourquoi elle est là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner.